Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. C'est la deuxième partie de la vidéo sur les démarches Campus France de A à Z. J'ai déjà fait la première partie de la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre sur cette vidéo-là et vous allez me poser des questions bizarres auxquelles j'ai déjà répondu sur l'autre vidéo ou bien sur Instagram, etc. Donc, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous conseille vraiment de mettre pause, d'aller regarder la première vidéo. Elle n'est pas longue, elle fait 20 minutes. Et ensuite, vous revenez sur cette vidéo-là et vous allez comprendre tout ce que je raconte. Sinon, pour les autres qui avaient déjà vu la première vidéo, on s'était arrêté sur la partie « Vous avez obtenu une acceptation » soit de plusieurs universités, soit d'une seule université. Vous avez validé votre choix définitif, c'est-à-dire l'université que vous avez choisie, la ville que vous avez choisie pour vos études. Quelles sont les autres démarches à faire? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que Campus France vous demande? Qu'est-ce que l'ambassade vous demande? C'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre sur cette vidéo. Donc voilà, c'est parti pour nous. Générique. Donc, je vous invite vraiment à prendre un cahier, un bloc-notes ou quelque chose pour prendre des notes parce que cette vidéo-là, ça va partir fort. Vous aurez beaucoup de choses à retenir, vous allez avoir beaucoup de chiffres dans la vidéo, beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir. Donc, si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Par contre, si vous êtes Mark Zuckerberg, c'est pas grave, vous allez tout retenir. Donc, comme je l'ai dit sur la première vidéo, pour venir étudier en France, les démarches étudier en France, vous allez avoir deux grandes étapes. Vous avez la partie Campus France avec soit des universités, soit des formations, entretiens, lettres de motivation, etc. Et une fois que vous avez une acceptation, vous allez passer à l'étape consulaire avec l'ambassade. Ça n'a rien à voir. Vous avez la partie Campus France et vous avez la partie ambassade. Ces deux étapes qui n'ont absolument rien à voir mais qui sont liées. Qui sont liées par quoi? Une fois que vous avez obtenu votre acceptation ou bien plusieurs acceptations, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 7 acceptations, 4 acceptations, 5, 6, 7. Si vous êtes fort ou bien si vous avez un bon dossier et que vous avez choisi de bonnes universités, vous pouvez avoir beaucoup d'acceptations. Mais même si vous avez beaucoup d'acceptations, vous êtes obligé de choisir une seule acceptation. Et une fois que vous avez choisi cette acceptation-là, vous faites ce qu'on appelle un choix définitif. Une fois que vous avez fait ce choix définitif-là, Campus France vous envoie une attestation préalable d'inscription ou un nom comme ça, j'ai oublié. Mais ce papier-là, c'est le papier qui va décider à peu près de tout parce que c'est l'attestation de préinscription. Donc cette attestation-là, elle est obligatoire parce que c'est une attestation qui montre que vous êtes passé par Campus France. Pourquoi? Parce que passer par Campus France, c'est obligatoire pour venir étudier en France. Vous ne pouvez... Passer par Campus France, c'est pas ouais, j'ai envie de passer par Campus France, non, j'ai pas envie, etc. C'est obligatoire, tu dois passer par Campus France et c'est comme ça malheureusement. Donc, si vous habitez dans un pays où il n'y a pas Campus France, en ce moment-là, c'est autorisé, tu demandes directement aux universités, tu fais ta demande directement, ils t'acceptent, tu vas à l'ambassade, tu déposes. Mais si tu es dans un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., où il y a Campus France, tu es obligé de passer par Campus France, c'est comme ça. Donc, une fois que tu as validé ton choix définitif, une fois que tu as validé et que Campus France t'a envoyé cette attestation-là, tu commences la partie consulaire que tu vas réaliser avec l'ambassade, avec le consulat de ton pays. Donc, le consulat te demande quoi? Te demande deux choses obligatoires. Il va te demander l'hébergement et le financement. Pourquoi hébergement? Tout simplement parce que tu ne vas pas habiter au Sénégal. Pour étudier en France, tu ne vas pas habiter au Sénégal, tu vas habiter en France. Pour le financement, pourquoi le financement? Tout simplement parce que tu vas être obligé de manger, de payer ton inscription, de payer le transport, de payer ton loyer, etc. Donc, on te demande le logement et on te demande un financement. Pour le logement, il y a beaucoup de possibilités. Donc, soit tu as bien choisi tes universités, donc tu as choisi des villes où tu connais des gens. Donc, cette personne-là que tu connais dans la ville où tu es accepté, où tu as validé ton choix définitif, va t'envoyer voilà, tout ce qui est attestation d'hébergement, quitus de loyer, caution, etc.
Tous ces papiers-là, de toute façon, on va en revenir. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour la campagne passée, mais je vais en refaire pour que vous puissiez bien comprendre. Mais voilà, si tu connais quelqu'un qui habite dans la même ville où tu es accepté, qui a un logement de plus de 18 mètres carrés, si je ne me trompe pas, ou de plus de 15 mètres carrés, il peut te faire le logement. Donc, il va te demander quelques papiers que tu vas envoyer. C'est très simple. Si tu ne connais personne dans la ville où tu es accepté, tu as la possibilité de déposer au CROUS. Mais le CROUS, je vous invite vraiment de ne pas trop espérer sur eux, de ne pas trop compter sur eux, parce que avant les années passées, on pouvait faire ce qu'on appelle la démarche principale, c'est-à-dire c'est la première démarche où tout le monde postule, où tous les Français postulent, et ensuite ils choisissent si tu peux avoir un logement ou pas. Depuis l'année dernière, on ne peut plus postuler pour la démarche principale. On est obligé pour les étrangers d'attendre ce qu'on appelle la démarche complémentaire. C'est quoi la démarche complémentaire? C'est une démarche qui se fait vers le mois de juillet, et c'est seulement s'il reste des logements dans la résidence de ta ville. S'il reste des logements de CROUS dans ta ville, ils vont réouvrir la démarche complémentaire pour attribuer ces logements-là aux étrangers. Mais s'il ne reste rien, bah écoute, il n'y a rien quoi. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment à ne pas trop compter sur le CROUS, parce que voilà, même si voilà, cette année je connais pas mal de gens quand même qui ont eu le logement au niveau des CROUS, voilà, et qui ont déposé le visa avec ça, qui ont obtenu le visa. Mais quand même, faut pas trop compter sur eux, faut pas trop espérer sur eux. Essayez vraiment de trouver quelqu'un qui habite dans la même ville où vous êtes accepté. Et s'il peut vous faire les papiers, c'est plus simple. Ça, c'est la deuxième possibilité. La première possibilité, hébergement gratuit. La deuxième possibilité, CROUS. La troisième possibilité, c'est tout ce qui est réservation d'hôtel. Donc, tu es accepté dans une ville où tu connais personne. Tu regardes les hôtels qui se trouvent dans ta ville. Tu fais une réservation de 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines minimum, je crois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme tu veux. En plus de cette réservation-là, tu fais une lettre explicative pour dire à l'ambassade que tu ne comptes pas rester 1 an dans cet hôtel-là, que c'est juste le temps que tu trouves un logement dans ta ville, le temps que le CROUS te donne un logement, etc. Tu expliques tout ça sur une lettre que tu vas mettre dans ton dossier de logement pour le déposer. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité, c'est tout ce qui est particulier. C'est quoi en particulier? En particulier, c'est tout simplement des gens qui habitent dans la même ville où tu es accepté, des Français ou bien, je sais pas, autre chose, qui ont leur propre maison ou bien qui ont des logements, etc. et qui le louent à des gens. Donc, ces gens-là mettent leur offre, par exemple, sur des sites comme Le Bon Coin, comme seloger.com, comme Entre Particuliers, etc. Et toi, tu peux aller directement sur ces sites-là, tu les contactes, tu leur dis que voilà, tu es au Sénégal, que tu as été accepté dans la ville, tu dois déposer le visa, est-ce qu'ils peuvent te donner le logement? Et ensuite, vous pouvez signer en ligne, etc. Mais sincèrement, c'est très compliqué parce que, surtout si vous ne connaissez personne dans la ville pour faire la visite du logement, pour vérifier si voilà, le logement est bien ou pas. Très souvent, les particuliers, ils sont très réticents par rapport à ça. Et ils ne donnent pas les logements comme ça à une personne. Ils sont même pas sûrs que tu vas venir ou pas. Donc, ça peut être très compliqué. C'est pourquoi, moi, la première possibilité que je vous conseille, c'est vraiment de choisir vos villes, vos universités dans des villes où vous pouvez espérer avoir quelqu'un qui voilà, va vous faire l'hébergement. Voilà, pour moi, sincèrement, c'est le plus simple. Maintenant, si c'est évident, vous ne pouvez pas connaître 7 personnes dans 7 villes différentes parce que vous avez 7 choix. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Et même si vous n'êtes pas accepté, si vous êtes accepté dans une ville où vous connaissez personne, c'est là que vient voilà, la cinquième possibilité que je vous conseille, c'est d'essayer de contacter les associations de vos pays dans ces villes. Association des Sénégalais de Paris, Association des Sénégalais de Marseille, Association des Sénégalais de Dijon, etc. Vous les contactez sur Facebook, etc., sur Facebook ou Instagram ou je sais pas où. Vous les demandez, vous écrivez voilà, un message pour dire que vous êtes accepté, que vous n'avez toujours pas de logement et que vous souhaitez voilà, qu'ils vous fassent les papiers le temps que vous trouvez quelque chose. Donc voilà, ça c'est la partie hébergement. Je récapitule. Vous avez hébergement gratuit, CROUS, particulier, réservation d'hôtel et les associations. Donc ça fait les 5 possibilités de logement
que voilà, moi je connais et qui peuvent vous fournir les papiers qu'il faut pour venir continuer vos études en France. Donc, pour les papiers, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour la campagne précédente, mais je vais en refaire pour cette année au moment venu parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les démarches consulaires, c'est vraiment au mois de juin, donc pas la peine de se précipiter pour le moment. Deuxième chose que l'ambassade vous demande, un financement. Pour le financement, ah là là, pour le financement, j'ai envie de dire que c'est la partie la plus simple. Enfin, simple. Disons que c'est très simple pour certains, les gens qui connaissent des gens qui sont riches, etc. Et c'est très compliqué pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup de gens qui sont riches. Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, mais enfin, voilà, il n'y a pas de riches et de pauvres, mais voilà, faut juste savoir que c'est comme ça, malheureusement, parce que c'est ce que vraiment vous demande l'ambassade. Donc, pour revenir à notre sujet, l'ambassade vous demande soit une prise en charge financière, notez bien parce que là, il y aura beaucoup de chiffres. L'ambassade vous demande soit une prise en charge financière, soit un compte bloqué avec virement permanent et irrévocable. Ce qu'il faut savoir, la première chose à savoir qui est très important, c'est que votre garant peut se trouver partout dans le monde. C'est pas comme le logement où le logement doit être dans la même ville où tu es accepté. La prise en charge de la personne peut être partout dans le monde, même en Chine, Japon, France, Italie, etc., Sénégal, Mali, Guinée, etc. Donc, pour ton garant, s'il est en France, tu ne peux pas faire un compte bloqué, tu es obligé de faire une prise en charge financière. C'est quoi une prise en charge financière? C'est très simple. D'abord, ton garant doit gagner 3 fois 615 euros. Pourquoi 3 fois 615 euros? Parce que l'ambassade considère que 615 euros, c'est le minimum qu'il faut à un étudiant pour pouvoir payer son loyer, vivre, payer son inscription, etc. 615 euros. Donc, pour qu'une personne puisse te prendre en charge, il faut qu'il gagne 3 fois 615 euros. Maintenant, ça, c'est une personne qui n'a pas de peut-être d'enfant, etc. Donc, je vous conseille vraiment, si votre garant a un enfant, de faire 4 fois 615 euros. S'il a 2 enfants, vous faites 5 fois 615 euros pour maximiser vos chances d'obtenir le visa. Donc, s'il est en France, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des papiers, mais on va vous demander 3 bulletins de salaire, 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition, lettres, plus pièces d'identité, etc. Si votre garant est dans d'autres pays du monde, comme par exemple Italie, Espagne, Canada, États-Unis, etc., qui ont à peu près le même système qu'en France, vous pouvez toujours faire la prise en charge financière avec exactement les mêmes papiers qui sont demandés et exactement la même somme qui est demandée. Si votre garant est dans votre pays ou bien en Afrique, etc., c'est un peu plus compliqué parce qu'on vous demande exactement la même chose, c'est-à-dire 3 fois 615 euros, enfin un garant qui gagne au moins 3 fois 615 euros, plus les mêmes papiers, voilà, dernier bulletin de salaire, etc. Mais aussi on vous demande un avis. Un avis c'est quoi? C'est une attestation de virement irrévocable. Cette attestation-là, il doit le faire à la banque. Et cette attestation-là, elle est là pour dire que chaque mois, il est obligé de t'envoyer 615 euros par mois. C'est une sorte d'assurance en fait, parce qu'ils se disent que en Afrique, voilà, les gens peuvent faire des papiers sans pour autant t'envoyer l'argent. Donc, ils te demandent une attestation de virement irrévocable. Donc, pour dire à la banque que chaque mois, ils doivent t'envoyer les 615 euros. Donc, ton garant aussi, pareil, doit gagner 3 fois 615 euros, etc. Et te donner les mêmes papiers, 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition s'il en a, 3 relevés bancaires. Mais tout ça, on va rentrer dans les détails vers le mois de juin, quand on va commencer les démarches consulaires. Donc, sinon, si par exemple, tu as un garant qui ne gagne pas un salaire, par exemple, voilà, ça peut être un commerçant, un boutiquier, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans le secteur informel. Pour lui, on va lui demander
un compte bloqué avec virement permanent et irrévocable. C'est quoi ça? C'est tout simplement un compte bloqué de 7400 €. Pourquoi 7400 €? Parce que c'est 615 € multiplié par 12. Je ne sais pas si c'est exactement 7400 €, mais vous pouvez faire le calcul. C'est 615 € multiplié par 12. Et cette somme-là, la personne doit aller le déposer à la banque et demander à la banque de vous faire un compte bloqué avec virement permanent et irrévocable. C'est quoi permanent? Permanent, c'est tous les mois. C'est quoi irrévocable? On ne peut plus l'arrêter. Donc, c'est tous les mois et on ne peut plus l'arrêter jusqu'au 12e mois et ça se termine. Donc, voilà, c'est ce que l'ambassade vous demande. Et voilà, pour le commerçant, etc., on peut lui demander tout ce qui est NINEA. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans vos pays, mais au Sénégal, je pense que ça s'appelle, je ne sais pas quoi, NINEA, genre un truc qui montre qu'il est commerçant, etc. Mais voilà, des papiers en tout cas qui peuvent justifier d'où vient son argent. Donc voilà ce que l'ambassade vous demande. Prise en charge de quelqu'un qui est en France ou dans d'autres pays du monde. Prise en charge de quelqu'un qui est dans votre pays ou bien en Afrique, mais avec une attestation de virement permanent et irrévocable. Ou bien un compte bloqué, pareil. Quelque chose que je n'ai pas précisé, si et seulement si tu as un hébergement gratuit, en ce moment-là, toutes les sommes que je t'ai données pour la prise en charge pour le compte bloqué, tu peux les diviser par 2. C'est pourquoi il est important d'avoir un hébergement gratuit. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Si tu as un hébergement gratuit, tous les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure, tu les divises par 2. Par exemple, au lieu de 7400 € de compte bloqué, on va te demander 3700 €. J'ai une mémoire. Je pense que c'est ça, hein, 3700 €. 7400 divisé par 2, je crois que c'est 3700. Donc, on te demande la moitié. Pour la prise en charge, pareil, si tu as un hébergement gratuit, au lieu qu'on te demande un garant qui gagne 3 fois 615 €, on va te demander un garant qui gagne, par exemple, 3 fois 308 €. Donc, c'est 615 € divisé par 2. C'est très compliqué tout ça, je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais en gros, si tu n'as pas d'hébergement gratuit, on te demande un garant qui gagne 3 fois 615 € avec une attestation de prise en charge où il précise qu'il va te verser 615 € tous les mois, ou bien un compte bloqué de 7400 €. Si tu as un hébergement gratuit, tu divises les sommes par 2, c'est-à-dire une prise en charge de 308 € avec un garant qui gagne au moins 3 fois 308 €, ou bien un compte bloqué de 3700 €. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour venir en France, il faut avoir de l'argent. soit tu as de l'argent, soit tu connais des gens qui ont de l'argent. Il n'y a pas d'autre solution. Soit tu as de l'argent, soit tu connais des gens qui ont de l'argent. Maintenant, toi-même, tu peux faire ta prise en charge. Toi-même, tu peux faire ton compte bloqué avec virement permanent, etc. Si tu as les 7400 €, c'est cool. Si tu les as, tu peux le faire toi-même. Donc, sinon, il y a ton papa, ta maman, tes oncles, tes frères et soeurs qui vont te le faire. Sinon, la prise en charge, quelqu'un que tu connais en France qui est capable de te faire ça, tout ça. Donc, voilà. C'est là que je vais parler un peu rapidement des agences parce que il y a des grosses arnaques au niveau des agences. Vous connaissez ce que je pense des agences. Voilà, c'est tous des arnaques. Donc, voilà, il y a des agences qui vont te proposer... voilà, des papiers pour la prise en charge ou bien des papiers pour le logement, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ce n'est pas une agence qui est fiable, si l'ambassade te chope parce que tu as modifié quelque chose ou bien tu as un truc qui n'est pas bien, tu peux avoir jusqu'à 5 ans de liste noire, c'est-à-dire 5 ans où tu ne peux pas déposer de visa, où tu ne peux pas rentrer en France, etc., etc. Donc, évitez vraiment les agences. Maintenant, si vous êtes vraiment dans une situation compliquée où tu ne connais personne qui peut te faire la prise en charge, personne qui peut te faire le compte bloqué, personne qui peut vraiment te faire une attestation de virement irrévocable, tu peux toujours tenter les agences. Hein. Je le dis, je le pose là, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, sincèrement, je ne peux pas conseiller les agences. Donc voilà. Maintenant, peut-être il y a des agences qui sont fiables, qui ne sont pas fiables. Mais voilà.
de premier recours, je ne vous conseille pas les agences. Maintenant, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous voulez aller les voir, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, faites en tout cas très attention avec les agences qui parfois vous demandent jusqu'à 300 000 € pour vous faire une attestation de prise en charge ou bien pour vous faire un logement. Alors que parfois ce n'est pas bon du tout, ou bien c'est des papiers de merde qu'ils ont créés de toutes pièces, etc. Donc voilà, moi j'espère que j'ai été clair. Cette vidéo là, je l'ai tournée 2 fois en fait. Parce que je l'ai tourné, je l'ai d'abord tourné, mais j'ai pas trop aimé parce que voilà, etc. Je peux vous la mettre d'ailleurs si vous voulez. Peut-être qu'il y aura des informations que j'ai oubliées, mais cette vidéo je l'ai tournée 2 fois. Et sinon, voilà, abonnez-vous si ça vous a plu. Vous êtes 45%, je vous mets le truc ici à regarder mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas en fait. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Dites-moi pourquoi en fait vous n'êtes pas abonné. Et moi, peut-être je vais essayer de modifier ou bien de rectifier quelque chose pour que vous soyez abonné. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas regarder les vidéos et ne pas être abonné. C'est pas possible. Donc voilà, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, like. Si elle ne t'a pas plu, like quand même. Je suis un gros forceur en fait. Donc voilà, mais c'est important, je ne peux pas ne pas le dire. Venez me rejoindre sur Instagram. Et mon Instagram il est juste là ou là en bas ou quelque part, je sais pas. Donc viens me rejoindre. Et aussi mon Snap, si tu veux un Snap, c'est pas cool, c'est très cool Snap en fait. Mon Snap c'est bas.alou, c'est très simple, bas.alou. Et pour ceux qui ont vu ma story d'aujourd'hui, j'étais parti à Basic Fit pour faire un peu de sport. Malheureusement, les salles sont fermées, j'étais même pas au courant, j'ai oublié qu'on est passé en zone rouge. Et donc ici, toutes les salles sont fermées jusqu'au 28. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà. Sinon, pour les prochaines vidéos qui vont arriver, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de faire des vidéos sur tout ce qui concerne lettre de motivation, projet d'études, projet professionnel, entretien, comment choisir ses universités, etc. Parce que, pourquoi ces vidéos-là vont être très importantes? Parce que parfois, tu peux avoir un hébergement, avoir un financement qui est très bien, une acceptation alors que tu n'auras pas le visa. Vous allez me dire, mais comment ça se fait à Lausanne? On a une acceptation, on a un bon hébergement, on a un bon financement, mais on n'a pas le visa. Comment ça se fait? Tout simplement parce que tu as raté ton projet d'études, tu l'as mal écrit, ton projet professionnel c'est de la merde, ton entretien tu l'as complètement faussé, etc. Donc tu n'auras pas le visa. Pourquoi? Parce que tu as raté ces choses-là et tu as ce qu'on appelle un avis SCAC défavorable. C'est quoi un avis SCAC? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la regarder. Donc c'est très important de vraiment bien rédiger vos lettres de motivation, votre projet d'études, votre projet professionnel, bien préparer votre entretien pédagogique. Et voilà, déjà ces choses-là, si tu les as mal fait, tu risques de ne pas avoir d'acceptation déjà. Mais si tu passes les mailles du filet, je sais pas comment on dit, et quand même que tu obtiens une acceptation, au visa, on va te bloquer. Donc voilà, tu vas déposer ton dossier en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tu as une acceptation depuis mars. Tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai une acceptation, j'ai un logement, j'ai un financement, etc. Donc j'aurai le visa. Et tu viens en juillet, août, tu déposes ton visa, tu ne l'auras pas. Parce que tu as raté ces choses-là. Donc, attendez les vidéos. Je vais en faire. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien. Vous pouvez la regarder. C'est une vidéo qui est très bien. J'ai fait une vidéo, je pense, sur les projets d'études, projets professionnels de l'année dernière. Vous pouvez la regarder aussi. Mais de toute façon, je vais en refaire. Donc, ne soyez pas très pressés. Abonnez-vous surtout. Si tu n'es pas abonné, tu vas rater tout ça. Hein. Donc, voilà. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Il y a le soleil qui commence à sortir. Je vais aller faire un peu de footing.